L'attitude de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, dans les dossiers maliens d'un côté, ivoirien et guinéen de l'autre, une attitude qui ressemble à du deux poids, deux mesures, alors qu'elle montre une véritable fermeté dans le dossier malien. La CEDEAO apparaît complètement aphone dans les cas de la Côte d'Ivoire et de la Guinée. Qu'est-ce qui peut expliquer cette attitude? C'est le sujet dont nous allons parler ce soir avec notre invité, Komi Akpa. Bonsoir, monsieur Akpa. Bonsoir, Samuel. Vous êtes le directeur exécutif du PACID, également vice-président Afrique de l'Ouest de l'ECOSOC, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est? Le Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine. Merci beaucoup d'être notre invité. Je le disais, quand on prend un dossier comme celui de la Côte d'Ivoire, quand on regarde du côté de la CEDEAO, qui est l'instance communautaire, on n'a encore aucune réaction jusqu'à ce moment. Comment vous expliquez cela? Bon, je ne suis pas un grand spécialiste de la CEDEAO, mais je peux vous dire quand même que par rapport à la petite connaissance que j'ai des organisations intergouvernementales, les problèmes ne sont pas les mêmes. Le problème au Mali, c'est le problème d'un coup d'État. Et le problème en Côte d'Ivoire et en Guinée, c'est des problèmes de troisième mandat. Mais quand vous regardez le protocole additionnel de la CEDEAO, vous voyez clairement dans les principes le fait que la CEDEAO est contre les coups d'État. Par contre, dans ce protocole, vous ne voyez pas clairement transparaître des éléments sur le troisième mandat. Aujourd'hui, au niveau des populations, nous savons très bien que le troisième mandat est devenu un facteur de violence, un facteur de conflit, de crise dans la région. Mais une organisation intergouvernementale travaille d'abord sur la base des principes. Et donc, dans leurs principes, ils sont contre les coups d'État et doivent agir avec dernière rigueur. Et puis, il faut aussi considérer ce que je peux appeler, entre guillemets, comme incohérence du fonctionnement de l'architecture même des organisations intergouvernementales. Vous voyez, dans l'architecture, vous voyez que l'organe de prise de décision, c'est la conférence des chefs d'État. Ça veut dire que c'est les chefs d'État des États membres qui s'asseyent pour pouvoir prendre des décisions selon le cas qu'ils ont en face et aussi considèrent leur propre situation à eux. C'est normal. Parce que quand il s'agit de coup d'État, quand on est au pouvoir, c'est le sommet des sommets. Et donc, là, la seule chose dont on a peur, c'est qu'on ne soit plus là-bas. Et selon nos constitutions, la seule chose qui peut faire qu'on ne soit plus brusquement là-bas, c'est le coup d'État. Et maintenant que la communauté dit non au coup d'État, si c'est les chefs d'État qui sont déjà en poste, qui prennent des décisions, naturellement, ils vont agir avec fermeté. Et ils ont agi avec beaucoup de fermeté. Maintenant, dans ce même espace de la CEDEAO, on voit que il y a cette tendance qui se développe, qui se développe concernant le changement de constitution pour pouvoir aller vers un troisième mandat. Et l'organisation n'a pas encore, je ne crois pas qu'ils aient encore un test clair là-dessus pour guider leur comportement. Parce que les prises de décision sont compliquées. Et puis, de toute façon, c'est les chefs d'État qui vont ensemble prendre les décisions. Et il y a des gens qui doivent prendre les décisions en sachant bien entendu qu'eux aussi, ils ont ces idées-là. Demain, ils vont être dans le cas, les mêmes décisions vont s'appliquer à eux. Et donc, naturellement, les prises de décision sont un peu paralysées. Sur ces questions, naturellement, on aurait voulu que, conformément à l'un des principes de la CEDEAO, qui consiste à associer les peuples aux prises de décision, on aurait pu normalement, à la limite, consulter les peuples pour voir s'ils sont favorables à un troisième mandat, etc.
si cette consultation conduit dans chaque État membre, on aurait une réponse claire. Là, on n'est pas dans ce cas, on est plutôt dans le cas où c'est les chefs d'État qui prennent la décision. Et on se rappelle, tous les Togolais se rappellent que Alpha Condé était le médiateur de l'Union africaine dans notre crise. Et il était extrêmement difficile d'imaginer que au moment où il réglait la crise au Togo, qu'il avait aussi en idée de changer sa constitution pour pouvoir briguer un troisième mandat. Mais c'est la réalité qui est là. Et c'est difficile pour les chefs d'État de pouvoir prendre des sanctions fermes contre ce genre de choses. Parce que le problème de ces organisations intergouvernementales, c'est aussi l'excès de diplomatie. Oui. Parce que avec la diplomatie, on ne veut choquer personne. On ne veut choquer personne. C'est un État membre. On ne peut pas aller choquer un État membre. Et du coup, on laisse faire. On laisse faire. Et on a compris aussi que dans les questions, dans la gestion du problème du coup d'État du Mali, les deux chefs d'État qui sont dans cette situation de troisième mandat ont été ceux qui ont demandé la plus grande fermeté de la part de la communauté. Ça veut dire que naturellement, ils ont aussi peur un peu pour leur propre cas. Surtout que le coup d'État du Mali est arrivé suite à des manifestations de rue. Et donc maintenant qu'avec le troisième mandat, il y a aussi des manifestations qui ont commencé, on peut aussi s'attendre un peu à ce genre de choses. Et la plus simple, le moyen le plus simple pour pouvoir éviter ça, c'est naturellement d'agir avec fermeté contre les putschistes au Mali pour décourager. Mais en même temps, on a quand même une CEDEAO qui semble un peu aux antipodes de ce que pensent les populations, parce que vous avez un cas du Mali où la CEDEAO, en tant qu'organe où l'instance de décision, c'est les chefs d'État, est très ferme sur le coup d'État. Un coup d'État, qu'il faut le rappeler, est salué par les populations de l'espace communautaire. Et vous avez une situation de la Guinée et de la Côte d'Ivoire où les populations désavouent ce qui se passe, mais les chefs d'État sont muets. Oui, c'est l'éternel problème. Ces chefs d'État sont censés être là pour les populations, représenter mais les populations. Dans la réalité, il y a toujours un gap entre les chefs d'État et leur population. Ça, c'est une réalité qui est là. Et puis, la CEDEAO ne suit pas forcément l'opinion des populations. La CEDEAO suit ses principes. Vous voyez, c'est là où se pose le problème. Il faut désormais rendre principielle la question de modification des constitutions qui conduit. On ne peut pas empêcher la modification, mais la résultante, c'est-à-dire j'ai modifié, donc je peux prétendre à un nouveau mandat. Il faut consacrer ça. Il faut absolument consacrer. Si on ne consacre pas, ceux qui sont appelés à prendre les décisions, ils n'auront aucun levier pour s'appuyer dessus, pour pouvoir décider des actions à mener. Il faut absolument qu'ils aient des leviers dans les textes. Sinon, ils ne peuvent rien faire. Sinon, ils seront obligés de jouer au cas par cas. Et au cas par cas aussi, pour ces grosses organisations bureaucratiques, ce n'est pas possible. Mais en même temps, la CEDEAO ne peut pas non plus se permettre d'être tout le temps dans la résolution des conflits. La situation de coup d'État qui résulte de la volonté d'aller à un troisième mandat, on l'a déjà vu au Niger, par exemple. Mamadou Tandja l'avait tenté. Ça a abouti à un coup d'État. La CEDEAO a été obligée d'être là pour régler. Alors, autant qu'elle prenne au sérieux aujourd'hui cette question, il propose une solution pour qu'on sorte d'affaires. Oui, le problème, c'est aussi... Tout à l'heure, j'ai fini en parlant de la bureaucratie. La bureaucratie qui existe au niveau de ce type d'organisation, ça rend lourd le fonctionnement. Ce pas des organisations qui apprennent au fur et à mesure de leur propre vécu pour pouvoir trouver des solutions. Sinon, normalement, des cas qui ont déjà existé devraient inspirer de nouvelles décisions. Ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Alors qu'aujourd'hui, les peuples sont fondamentalement contre la question du troisième mandat. Et donc, quand les peuples sont dans la rue, il y a de plus en plus de ces militaires lucides qui viennent. Et là aussi, je crois que la CEDEAO risque de finir un jour par commencer à catégoriser les coups d'État. Est-ce que tous les coups d'État sont les mêmes? Parce que cette sortie des militaires suite à des mouvements de rue... Est-ce que c'est exactement la même chose que quand les militaires ils mangent bien, matin, ils se lèvent pour aller prendre un chef d'État élu? Ce n'est peut-être pas la même chose.
Donc, je crois que tout cela doit après faire l'objet de réflexions, d'études pour savoir clairement qu'est-ce qu'il faut faire. Et c'est quand ces études-là seront faites, validées, que des propositions, des recommandations vont être transformées en principe d'action, un protocole d'action pour guider l'organisation. Alors peut-être au niveau d'une situation comme celle de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous savez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce sont les chefs d'État de ces pays qui participent aux instances de décision. Peut-être que le président ivoirien donne beaucoup de gages à ses homologues pour leur dire finalement, n'ayez pas peur, il ne se passera rien. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Peut-être ceux qui voient la violence à l'horizon sont peut-être dans la surenchère finalement. Le problème, c'est que il y a dans ces milieux-là sont des milieux très fermés. Oui. Et il y a tout ce que nous voyons du dehors, c'est peu par rapport à ce qu'il y a réellement. C'est ça le problème. L'autre fois, j'ai entendu beaucoup de commentaires sur la rencontre entre Ado et Macron. Il n'y a pas eu de communiqué officiel. Et chacun commente à sa façon, mais la réalité, c'est que s'il n'a pas été rassuré d'une manière ou d'une autre, je suis sûr qu'il aurait déjà reculé. Oui. Mais, sachant que celui qui peut déclencher aussi une guerre, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est Guillaume Soro. Et la chance est que Guillaume Soro est en France. Il n'est pas dans un État africain, il est en France. Et donc, être en France, il serait nécessairement plus contrôlé qu'être dans un pays africain. Et donc, il a sûrement ses analyses, il a sûrement ses garanties pour pouvoir continuer à avancer malgré tout ce qui se passe dans les rues. Aujourd'hui, ce qui serait bien au niveau de la CEDEAO, c'est d'arriver à mettre en place des mécanismes pour prendre en compte l'opinion des populations. Si l'opinion des peuples n'est pas prise en compte, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression que l'opinion va toujours plus vite que la CEDEAO. Sur chaque question, l'opinion se positionne d'une certaine manière. La CEDEAO prend toujours la direction contraire. Et c'est ça qui rend de plus en plus l'organisation un peu impopulaire. Même moi, en tant que citoyen de l'espace CEDEAO, ces derniers temps, avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire et en Guinée, avec le mutisme de la CEDEAO, j'ai fait des publications, j'ai fait des postings sur ma page Facebook, par exemple, où je me dis il faut quand même que la CEDEAO s'autosaisisse à un moment donné pour pouvoir agir. Parce que nous, citoyens, nous avons une vision très paternaliste de la CEDEAO. On se dit que la CEDEAO, c'est une organisation un peu au-dessus des États membres et que la CEDEAO peut aller résoudre les problèmes à l'intérieur des États membres. Mais aussi, quand on rentre dans la bureaucratie de ces organisations, on sait que ce que nous pensons n'est pas du tout vrai. Ça ne peut jamais se faire. Ça ne peut jamais se faire. Seuls les Guinéens peuvent résoudre leurs problèmes, seuls les Ivoiriens peuvent résoudre leurs problèmes. Mais à un moment donné, ils finissent par suivre quand même l'opinion. Parce que les premières déclarations de la CEDEAO concernant le coup d'État du Mali, on a vu que c'était très virulent. On ne pouvait jamais penser que la CEDEAO pouvait consommer ce coup d'État-là. Aujourd'hui, ils ne disent plus... Au début, ils ont demandé qu'on réinstaure IBK. IBK qui a agi avec beaucoup de grandeur. Il aurait pu décider aussi autrement. Demander que ses pairs viennent agir pour qu'il lui soit réinstallé au pouvoir. Mais quand ils sont allés le rencontrer, il a plutôt dit qu'il ne veut plus revenir au pouvoir. Et c'est là où la CEDEAO était même découragée, désarmée. Et donc, ces questions-là montrent que la CEDEAO n'est pas assez flexible pour pouvoir suivre l'opinion de ces populations. Et à mon avis, il n'y a pas de mécanisme de consultation des peuples. Et moi, par exemple, quand il y avait les questions, il y a un an, il y avait beaucoup d'agitation autour de la question du franc CFA. Je me dis, ça aurait été dans un État occidental, on aurait vu les différents États aller organiser une consultation, des référendums sur cette question. Est-ce qu'on reste dans le franc CFA ou on sort du franc CFA? Mais au jour d'aujourd'hui, aucun État n'a consulté sa base pour savoir qu'est-ce que l'opinion pense de cette question.
Et ça veut dire qu'il y a des efforts qui se font, mais il y a des efforts qui doivent encore se faire. Alors, par exemple, dans le schéma ivoirien, on sait qu'au niveau de la CEDEAO, au-delà de tout, je crois, si je ne me trompe, qu'il y a quand même un mécanisme d'alerte pour prévoir, en tout cas, prévenir les violences. Sur la base de ça, elle devrait s'inviter, parce que vous voyez le schéma ivoirien, c'est l'ONU qui a envoyé son représentant, notamment Mohamed Ibn Chambas. La CEDEAO elle-même, elle est encore très loin, alors qu'elle peut, sur la base de ce mécanisme d'alerte, s'inviter dans ce débat pour voir qu'est-ce qu'il en est. Et c'est là où nous disons que les mécanismes de prise de décision ne sont pas souvent efficaces. Puisque les décideurs sont encore les mêmes qui posent les problèmes. Comment voulez-vous qu'ils agissent avec diligence? C'est pas possible. Et donc, c'est généralement aussi ça le problème. Comment arriver à concevoir une architecture de gouvernance de ces institutions intergouvernementales de façon à impliquer d'autres dynamiques pour influencer les prises de décision et rendre les mécanismes plus alertes. Peut-être parce qu'il n'y a pas de véritables leads au niveau de la CEDEAO. Quand vous prenez au niveau de l'Union européenne, par exemple, vous avez le couple franco-allemand qui est très puissant. Et quand ce couple se prononce, finalement, sa voix est prépondérante. Dans le nôtre, c'est vrai que le Nigeria est la puissance économique de la CEDEAO, 60 à 70% du PIB, mais le lead politique, ça manque. Oui, est-ce que ce poids économique est associé au leadership de l'organisation? Et je ne sais pas. J'ai dit au tout début que je ne suis pas vraiment un expert de la CEDEAO et donc je ne peux pas aller sur certains sujets. Mais j'ai l'impression que, comme on le voit par exemple dans l'Union européenne, quand il y a des soucis, c'est le président français qui voit avec la chancelière allemande et des solutions sont trouvées. Et c'est eux qui tirent le wagon. Mais ici, c'est le Nigeria, mais j'ai l'impression que ça se fait beaucoup plus tacitement que vraiment sur la base des textes, que sur la base des textes vraiment écrits. C'est ça aussi, c'est ça un peu le problème. Mais ça ressemble beaucoup à du deux poids deux mesures, tout cela finalement. Oui, on peut dire ça, mais comme je l'ai dit au début, il faut caractériser les problèmes, cerner chaque problème dans sa spécificité et voir avec les instruments dont l'organisation dispose comment elle peut agir. Parce que chaque problème est particulier en son genre. Et seuls les instruments dont dispose l'organisation peuvent aider à résoudre. Mais comme on le disait tout à l'heure sur la question du troisième mandat, je ne sais pas s'ils ont un instrument vraiment clair qui permet de savoir quelle voie suivre sur cette question-là. Si c'était le cas, à mon avis, ça devrait aller plus vite que ça. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a coup d'État, parce que là, c'est dans les instruments déjà, ils savent ce qu'ils doivent faire. Et donc, dans la même journée, ils s'organisent rapidement pour réagir. Même s'il faut faire une délégation de plusieurs chefs d'État et rentrer dans l'État en question, ils le font. Mais à mon avis, ce n'est pas encore la même chose pour le troisième mandat. Peut-être qu'il faut aussi une autre instance pour faire de la médiation, parce que vous avez, à un moment donné, l'Église, surtout l'Église catholique, qui faisait de la médiation, qui était très écoutée, mais on a l'impression aujourd'hui que sa voix porte de moins en moins. Oui, mais la médiation, dans quelle situation aussi? Dans le cas de la Côte d'Ivoire, par exemple, l'Église catholique est sortie au créneau. L'archevêque d'Abidjan, avec Lerma, dit que le troisième mandat d'Alassane Ouattara n'était pas nécessaire. Quoi qu'on dise, c'est une prise de position. On imagine difficilement l'archevêque le dit sans que le Vatican ne soit au courant. Oui, mais une chose est de faire une déclaration. L'autre chose, c'est que la déclaration produise vraiment d'influence sur la situation. Parce que le problème qui se pose est un problème émergent. Le problème du troisième mandat est un problème émergent. C'est maintenant que des chefs d'État qui ont déjà fait leur deuxième mandat décident d'aller vers un troisième mandat. Et là, l'Église fait une déclaration. Mais à ce niveau-là, dans ce problème politique complexe, est-ce que cette déclaration influence? Est-ce qu'un chef d'État a déjà décidé d'arrêter sa course à cause d'une déclaration comme celle-là? L'influence venant de la société civile a des limites, devant certains problèmes très, très, très politiques.
Et puis vous avez aussi la société civile, hein, vous l'avez évoqué tout à l'heure, qui est de moins en moins consultée en matière politique surtout. Oui. Parce qu'au moins, on peut supposer que les acteurs de la société civile sont un peu les reflets de ce que pensent les populations à la Bien base, sûr. parce qu'on refuse, vous l'avez rappelé, de Bien les sûr. consulter, mais les Bien acteurs sûr. de la société civile... C'est les reflètent, interfaces. Voilà. Donc, au moins, quand vous avez de la voix, quand on vous écoute et qu'on peut agir conformément à ce que vous dites, on peut se dire qu'on est en phase avec les populations. Oui. Malheureusement, nous sommes dans des États qui écoutent très peu la société civile, surtout sur les questions politiques. Oui. Aussi parce que la société civile aussi n'a pas su construire sa crédibilité Voilà. et son influence. Parce que quand vous demandez à quelqu'un d'arrêter d'aller dans un sens et que la personne sait que vous le faites plutôt au profit d'une autre personne, la personne va vous résister. Et ces genres de situations sont généralisées dans notre région. Et c'est pour ça que finalement la société civile est très peu écoutée. Mais on ne peut pas non plus laisser les politiques seuls prendre les décisions pour les États. Parce que un État, ce n'est pas seulement... C'est pas seulement le gouvernement, c'est pas seulement... Voilà, c'est l'ensemble de la population. Et donc, les voix de tout le monde, toutes les voix doivent être écoutées. Ça compte. Il y a aussi ce silence qu'on note, par exemple, de la part de Paris, parce que vous connaissez nos pays, hein, tout le monde. Moi, je m'amusais à écouter tous les grands politiques ivoiriens, Soro, Afin Guessan, tout le monde dit Paris doit se prononcer, mais que ce soit dans le cas de la Guinée, dans le cas de la Côte d'Ivoire, Paris est muet. Est-ce que c'est dans l'intérêt de Paris de se prononcer? C'est là la question. Paris se prononcera quand elle sent que ses intérêts sont en jeu. Ouais. Pour le moment, ses intérêts ne sont pas en jeu. Et jusqu'à preuve du contraire, Alassane Ouattara a toujours été celui qui protège les intérêts de Paris. Et donc, comment Paris peut accepter comme ça, d'un coup de baguette, magique, de laisser tomber celui qui a toujours protégé ses intérêts et qui est aussi une caution pour le franc CFA. Voilà. Même si aujourd'hui le franc CFA va se transformer pour devenir une autre monnaie, je ne sais pas. L'aide de ce monsieur sera toujours nécessaire pour pouvoir garder l'œil de Paris dans la gestion de la nouvelle monnaie. Donc, je ne sais pas si vraiment que le départ d'Alassane Ouattara va... c'est-à-dire, si cela a un intérêt pour Paris, véritablement. Et ça dépend aussi des autres candidats qui sont en course. Est-ce qu'il y en a parmi eux qui aient le même intérêt qu'Alassane Ouattara pour Paris? Si ce n'est pas le cas, Paris restera là, parce que Macron a déjà déclaré à Ouagadougou qu'ils ne sont pas là pour... comment on dit ça? Il a dit qu'ils ne seront plus là pour dicter ce que l'Afrique doit faire. Nous sommes indépendants, nous devons prendre nos décisions. Mais quand on dit tout ça, là, tout le monde sait que derrière tout ce qui se passe, voilà. Donc, les intérêts, les jeux d'intérêts, ça continuera toujours de se jouer. Et eux, ils appuieront celui qui protégera le mieux leurs intérêts. Ça, c'est clair. Donc, finalement, face à tout ça, il appartiendra aux populations de l'espace communautaire eux-mêmes de prendre leur destinée en main. Absolument. Absolument. Il n'y a pas autre moyen que ça. C'est pour ça que l'éducation des populations à leurs droits est toujours importante. C'est toujours important parce que si les populations demeurent dans leur ignorance et ne comprennent rien du tout aux enjeux qui se jouent, le problème demeurera le même. Aucun acteur politique dans le monde entier ne bouge s'il ne sent un minimum de pression derrière lui. Donc, tous ceux qui sont muets, ils resteront toujours muets jusqu'au jour de leur décès. Mais s'ils décident de parler, ils vont faire bouger les acteurs politiques. Mais ces populations, c'est vrai, mais elles peuvent s'exprimer comment? Parce qu'on a l'impression, quand vous regardez la plupart des dirigeants, ils ne comprennent que le langage de la violence. Or, ce langage, il est complètement banni.
Mais comment est-ce que ces populations peuvent s'exprimer? S'exprimer, j'ai regardé dans les principes que la CEDEAO a adoptés dans son protocole additionnel. Ça garantit la liberté des manifestations. Oui. Les manifestations non violentes, les manifestations pacifiques sont autorisées. Les populations doivent manifester. Le problème, c'est que avec la démocratie, on n'a pas trop éduqué les populations, ce qui fait que pour beaucoup, manifester, ça rime avec le vandalisme, ça rime avec tout ce qu'on connaît avec la violence, alors que le droit qui nous est reconnu, c'est un droit de manifestation pacifique. Si les peuples descendent dans la rue, à un moment donné, l'homme politique, lui aussi, comprend qu'il y a problème et qu'il doit agir. S'il y a ça, l'homme politique ne dort plus. Oui. Et il ne dort plus. Il sait qu'il doit trouver des solutions. Mais s'il n'y a rien comme ça, lui ne bougera pas. Komi Akpa, merci d'être passé répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Directeur exécutif du PACI et vice-président Afrique de l'Ouest de l'ECOSOC. Voilà, on va marquer la pause et le journal, ensuite regard croisé.